Bonsoir. Bonsoir à tous. Comme prévu, nous sommes là pour vous commenter les résultats 2022. Avec une première bonne nouvelle, le document d'enregistrement universel est enfin disponible sur Internet, validé par l'AMF. Et donc vous pourrez, dès ce week-end, le feuilleter et nous faire vos retours sur ce document qui nous demande beaucoup de travail, vous l'imaginez. Donc vos retours sont toujours les bienvenus. Nous commençons traditionnellement par nos salariés. Donc nos salariés ont augmenté en effectif en 2022, puisque nous sommes passés à 770 personnes pour 712 l'année dernière. Alors, il faut moduler cette croissance des chiffres venant des sociétés qui nous ont rejoints en 2022. 8 personnes de la part de la société AFI en juillet, et 17 personnes qui viennent de la société DPI qui nous a rejoints fin octobre. Donc tout le reste de l'augmentation d'effectifs, c'est une augmentation qui est due au recrutement consécutif à l'augmentation d'activité 2021, tout particulièrement parce que rappelez-vous, en 2021, très forte augmentation de l'activité et nécessité de renforcer nos équipes. Encore une fois, des remerciements extrêmement appuyés à nos salariés. Vous savez que ça fait 3 ans que nous vivons des mois, des semaines et des années difficiles, chaotiques, et que nous devons en permanence nous adapter. Alors quand je dis nous, c'est tout le monde dans le groupe Thermador, faire preuve de flexibilité, d'imagination, et je dirais que nos salariés se sont parfaitement comportés dans ces périodes-là. Un grand merci à eux. C'est eux qui font les résultats du groupe que nous allons vous présenter et qui sont bons, il faut le dire, puisque l'année dernière, nous étions sur des années records et que nous avons réussi à faire un petit peu mieux cette année. Quelques points sur les grands événements de cette année 2022. La guerre en Ukraine, guerre qui ne nous a pas impacté directement, mais qui nous a impacté indirectement, comme toutes les sociétés en Europe et dans le monde, je dirais. L'inflation, conséquence de cette crise. Alors, avant cette crise, l'inflation était déjà là, mais cette crise a véritablement été un catalyseur d'une inflation beaucoup plus forte. Nous avons en conséquence répercuté 10,8% de hausse à nos clients, chiffre que l'on voit extrêmement rarement dans le groupe Thermador. La rénovation énergétique, un phénomène là aussi qui a pris de l'ampleur du fait du coût de l'électricité et de l'énergie. La rénovation énergétique des bâtiments permet à notre filiale Thermador cette année de franchir le cap de 100 millions de chiffres d'affaires avec des équipements qui sont tout à fait adaptés, comme les accessoires pour les pompes à chaleur et les chauffe-eau solaires, par exemple. 2 acquisitions, AFI, société qui vend des raccords acier et fonte, qui a rejoint et fusionné avec Sferaco en milieu d'année. AFI avait réalisé en 2021 4 millions de chiffres d'affaires. Et l'acquisition de DPI, société qui a clôturé 2022 à plus de 60 millions de chiffres d'affaires et qui est spécialisée dans la vente de canalisations plastiques dans les travaux publics, réseau sec, réseau humide. Donc, bienvenue à ces 2 sociétés, et nous sommes déjà, bien évidemment, en cours d'intégration et de mise en place des synergies pour ces 2 entreprises. Quelques mots sur nos coûts, et vous le verrez sur le compte d'exploitation simplifié que vous montrera Patricia tout à l'heure. Des coûts ont augmenté, principalement dû à la masse salariale et un petit peu aussi au coût de l'énergie, mais un focus tout particulier sur l'énergie en 2023, puisque les coûts de l'énergie en 2023 pourraient augmenter d'environ 600 000 €, gaz et électricité pour chauffer et rafraîchir nos bâtiments. Le développement durable, toujours des objectifs importants pour nous, et nous avons franchi une étape importante en 2022 puisque nous avons recruté notre responsable du développement durable, Caroline Desplaces-Coty, qui a constitué autour d'elle une équipe de spécialistes qui est là pour accompagner nos filiales qui, bien évidemment, contribuent à nous permettre d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés en 2021, objectifs 2025-2030, et c'est bien nos filiales et le progrès de nos filiales qui font le résultat consolidé, là aussi, en matière de développement durable. Et j'en reparlerai tout à l'heure.
la naissance d'une nouvelle société qui est le résultat du mariage de deux entreprises, d'Ypra et Rousseau, et donc la naissance d'Audrea, fin 2022. Les opérations sont en cours pour que cette fusion se passe le mieux possible, avec des difficultés rencontrées actuellement et beaucoup de travail de la part de nos équipes pour revenir à un état normal en termes de service aux clients et de fonctionnement, pour aller demain vers un fonctionnement meilleur. Et enfin, un petit focus rapide sur l'immobilier, simplement pour vous dire que nous avons réévalué notre immobilier cette année. L'évaluation, la valeur vénale de l'immobilier s'élève à 86 millions d'euros. Et cette valeur vénale a beaucoup augmenté par rapport à l'année dernière, de 20 millions d'euros, et se différencie de la valeur comptable de 30 millions d'euros. Bon, ça, c'est une indication pour vous dire que la valeur comptable qui figure dans nos comptes est largement inférieure à la valeur vénale de l'immobilier, pour 30 millions. Un regard rapide sur le chiffre d'affaires. Donc, vous voyez que depuis 2015, à la fois grâce à la croissance externe, mais également croissance organique, inflation, prise de part de marché, notre chiffre d'affaires a une bonne dynamique. Donc, une croissance de 13,8% en 2022, en organique de 12%, et fortement portée quand même par l'inflation. Hein, je rappelle, l'inflation dans ce 12% de croissance organique pèse 10,8%. Le résultat net a suivi, puisque nous avons un résultat net qui a fait une croissance de 11,3% et à périmètre constant 10,1%. Patricia reviendra dessus plus en détail tout à l'heure. Un regard rapide sur les 5 dernières années, trimestre par trimestre, pour vous montrer que nous sommes en progression quasiment sur tous les trimestres depuis 5 ans, sauf pendant à l'occasion du premier confinement en 2020, et pour vous montrer également que les 2 derniers trimestres de l'année 2022 ont été dynamiques, en grande partie portés par l'inflation, mais également par la rénovation énergétique. Patricia, tu nous parles de la rentabilité du groupe ? Tout à fait. Merci Guillaume. Donc effectivement, donc nous totalisons en fait, nous avons une rentabilité qui est en légère érosion par rapport en fait à 2021, mais vraiment très légère puisqu'on perd 0,2 de rentabilité. Si on regarde en fait dans les grands postes, donc notre chiffre d'affaires donc est en croissance. Il faut souligner en fait l'apport donc de DPI. DPI est une société que nous avons rachetée fin octobre et nous avons comptabilisé en fait 2 mois d'activité pour cette société avec un apport à 9 millions sur notre chiffre d'affaires et en résultat net un apport à 600 000 euros. Donc ensuite, dans les éléments importants donc, qui constituent cette rentabilité, compte tenu de notre métier qui est la distribution, la marge commerciale était donc un des éléments importants cette année, puisque comme le signalait donc, Guillaume, nous avons fait face à de l'inflation, donc une augmentation des prix et des coûts d'achat de nos produits, et notre capacité en fait, à maintenir notre marge commerciale était importante. Et donc nous avons pu... nous avons quand même constaté une légère érosion de ce taux de marge, puisque nous avons un taux de marge qui baisse de 1,2 points. Si on regarde par canaux de distribution, nous constatons en fait une stabilité de la marge en fait, sur le réseau, sur le canal, sur les activités qui sont dans le canal négoce professionnel. Et c'est essentiellement les activités qui sont dans le canal du grand public. Donc ça concerne Mecafer, Domac et Audrea, où nous avons une érosion plus importante de la marge commerciale avec une perte de 5 points. Ça s'explique à la fois par une plus grande difficulté à répercuter les hausses aux clients de la grande distribution. Donc il y a eu une répercussion, mais elle est intervenue plus tard dans l'année. Ce qui fait qu'il y a un impact sur la marge, et également la parité euro-dollar qui a été moins favorable en 2022 versus 2021, et ces filiales qui sont dans le canal du grand public finalement achètent beaucoup plus en dollars que nos autres filiales. Si on regarde l'évolution des charges, nous constatons en part du chiffre d'affaires net que nos charges en fait diminuent. Les postes essentiels dans nos charges, il y a donc les charges de personnel, comme donc la masse salariale. Et la masse salariale, elle augmente de 10,30% par rapport à l'année dernière. Une augmentation de notre effectif
mais également une augmentation des salaires, puisque nous avons veillé à faire évoluer les salaires de façon régulière tout au long de l'année pour en fait compenser l'inflation, l'impact de l'inflation et préserver le pouvoir d'achat de nos équipes. Ensuite, dans les frais qui sont aussi significatifs compte tenu de notre métier, donc c'est le transport sur vente, et on notera que la part du transport sur vente sur le chiffre d'affaires est en baisse cette année, et c'est en lien en fait avec nos volumes de vente qui ont baissé en 2022. Ensuite, vous noterez que le résultat opérationnel, lui, augmente de 8,7%, quand notre résultat net augmente de 11,3%. Donc, comme les années précédentes, puisqu'on a une dégressivité du taux d'impôt en France, cette année, en fait, nous sommes sur un taux d'impôt à 25,49, et ce qui fait qu'on a une économie d'impôt comparée à 2021 de 1,6 million. Cet élément ne jouera plus en 2023, puisque nous, maintenant, on est sur un taux d'impôt à 25%, donc en France, et l'essentiel de notre impôt, à plus de 97%, est payé en France. Donc ça concerne notre rentabilité. On va passer sur la slide suivante avec des indicateurs clés financiers qui sont le résultat opérationnel en pourcentage du chiffre d'affaires, donc qui se situe au-delà de 14%, qui reste au-delà de 14%. Et le ROCE, donc c'est le retour sur capital, sur les capitaux propres sur les capitaux employés, excusez-moi. Et cet indicateur baisse puisque nous sommes sur un niveau à 22%. Il faut en fait, quand on décortique le calcul en fait de ce ratio, donc on est sur le résultat opérationnel sur en fait l'actif économique, et cet actif économique en 2022 a été augmenté du fait de l'acquisition de DPI avec un montant de prix d'acquisition à 31 millions plus le complément de prix que nous avons comptabilisé. Donc au final, on a le dénominateur qui a donc augmenté. Donc ensuite, sur les éléments qui constituent notre structure financière, donc nous restons avec une structure financière solide. Donc dans les éléments essentiels, donc, le stock représente 190 millions à fin décembre 2022. Donc nous sommes effectivement en augmentation en valeur absolue, en valeur absolue, oui, tout à fait. Par rapport à 2021, cette augmentation, elle est le reflet donc de l'augmentation des prix d'achat. Et si on regarde en nombre de jours d'achat consommés, nous sommes en fait sur un niveau à 192 jours, ce qui est en baisse par rapport à 2021. Donc l'effort qui a été entrepris à partir de septembre par nos filiales de baisser, d'ajuster, on va dire, ou plutôt d'optimiser la valeur de stock par rapport au volume de vente, commence à payer. Et ça se voit en fait dans la valeur de stock, et ça se voit également dans la trésorerie. Ensuite, la valeur de stock, elle reste quand même importante puisque ça constitue une de nos forces, et nous continuons en fait de vouloir maintenir un haut service auprès de nos clients, ce qui se voit dans la valeur de stock, dans le bilan. Ensuite, la trésorerie, donc pour rappel, à fin juin, nous étions sur une trésorerie négative. Donc ça veut dire que sur le deuxième semestre, nous avons reconstitué de la trésorerie. Donc ça, c'est le reflet en fait du travail de nos filiales, mais aussi la saisonnalité de nos ventes. Donc par rapport à ça, il faut aussi souligner l'apport de DPI, puisque DPI en fait était en fait une trésorerie positive, et donc il y a l'apport de DPI dans ces 16 millions. Sans DPI, on sera plutôt sur un 11 millions. Et également, dans les éléments importants, on a donc Sodeco également qui a en fait à générer de la trésorerie positive avec son niveau de résultat en 2022. Je vais passer sur les emprunts et dettes financières. Donc là, effectivement, nous avons une augmentation de notre endettement qui est en lien avec l'acquisition de DPI, puisque nous avons décidé de souscrire 2 emprunts à hauteur de 31 millions. Donc nous sommes sur un taux fixe et sur une durée de remboursement sur 7 ans. Donc ça, c'est sur la partie emprunts et dettes financières. Et dans les indicateurs financiers qui sont importants, il y a les capitaux propres après affectation du résultat. Donc là, nous restons sur un montant supérieur à 299 millions, ce qui reflète en fait la solidité de notre structure financière. Et si on prend donc notre dette nette, qui est les 46 millions moins les 16 millions de trésorerie, rapportés aux capitaux propres,
Donc on a 30 millions finalement de dettes nettes par rapport à des capitaux propres de 299. C'est également le reflet, même si on a souscrit des emprunts, on reste quand même maître de notre destin. Je vais passer ensuite à la variation du BFR. Donc nous avions communiqué à fin septembre un BFR normatif, et nous avions également estimé un stock normatif à 190 jours. Donc en dépit des efforts qui ont été réalisés par nos équipes en filiale, nous restons quand même sur un BFR qui est en augmentation avec la valeur de stock, en augmentation également avec les créances clients qui en fait sont le reflet de l'augmentation de nos prix de vente en 2022, mais également avec des délais de règlement plus longs sur l'Espagne, avec des clients qui sont dans la grande distribution et qui ont des délais de règlement très importants. Et ça pèse peut-être un petit peu plus puisque le chiffre d'affaires en Espagne a augmenté. Ensuite, on soulignera le niveau des dettes fournisseurs qui commencent à baisser, qui sont en lien avec les efforts qui sont réalisés sur l'optimisation de notre niveau de stock. Et en autre dette, nous avons comptabilisé le complément de prix de DPI à hauteur de 5 160 000. Là, on avait donc communiqué également, quand on a racheté DPI, qu'on avait un complément de prix qui sera versé sur 2024, après le résultat de 2024. Et donc là, on a regardé la probabilité pour que DPI en fait atteigne un EBIT moyen de 3,8 millions. Et donc, si on regarde les prévisions, on considère qu'il y a une forte probabilité. Et donc, on a provisionné ce montant dans nos comptes à fin décembre 2022. Donc, je passe la parole ensuite à Guillaume sur le développement durable. Quelques mots sur le développement durable. Nos objectifs, notre trajectoire. Donc, je vous rappelle qu'en 2021, nous avions fixé des objectifs 2025-2030. Et donc, nous mesurons tous les ans si nous sommes linéairement dans la bonne trajectoire sur tous les indicateurs que nous avions donnés en priorité. La bonne nouvelle, c'est que sur 2022, nous sommes tout à fait en ligne sur la grande majorité de nos indicateurs, avec quelques points d'attention sur des indicateurs qu'il va falloir travailler plus particulièrement. Alors, sur les indicateurs humains, les résultats sont bons, voire très bons. L'index égalité professionnelle est stable, avec de bonnes perspectives pour pouvoir dépasser les 90 dans l'échéance voulue, c'est-à-dire 2025. Les femmes à des postes de direction ou, autrement dit, des cadres dirigeants parmi les femmes, nous sommes d'ores et déjà au-dessus de 40%, qui est l'objectif 2030, et chiffre que l'on retrouve dans la loi X1 en France. Donc je dirais que maintenant, il s'agit à minima de se maintenir à ce niveau-là, et je pense qu'on n'aura aucune difficulté à le faire. L'ancienneté moyenne reste à un très très bon niveau, et ça c'est plutôt une bonne surprise. En 2022, l'ancienneté moyenne des salariés reste à 9,70, alors que nous anticipons des baisses du fait de l'évolution de la société d'une manière générale. Alors je souligne quand même que les salariés qui nous ont rejoints, les salariés d'AFI, les salariés de DPI, ont beaucoup d'ancienneté et donc viennent consolider ce très bon chiffre. L'absentéisme reste faible, il progresse de 0,1 point, dû à un petit peu plus d'arrêt maladie cette année, en 2022. Pardon. En gouvernance, de très bons indicateurs là aussi. Nos administrateurs sont restés extrêmement assidus, au-dessus de 95%. Le taux de participation à l'Assemblée générale, vous étiez présent l'année dernière. Merci encore pour tous ces votes, puisque nous avons en 2022 atteint 74% de taux de votants. Et nous espérons bien cette année passer les 75%. Donc nous comptons sur vos votes, soit par Vote Access. Vous savez que maintenant toutes les banques donnent accès au vote par Vote Access, soit en physique à Lyon. D'ailleurs, entre parenthèses, ça aura lieu au Théâtre des Célestins, un lieu tout à fait magnifique à Lyon. Donc notez le 3 avril à 17h à Lyon. La part du capital détenu par la salariée, c'est stagnant, une petite déception. Donc nous avons fourni beaucoup d'efforts avec le principal levier aujourd'hui, le FCPE,
Hein, je vous rappelle que pour 1500 euros versés par le salarié, l'abondement est à hauteur de 2400 euros en 2022. En 2023, nous allons augmenter cet abondement pour passer à 2550, histoire de toujours alimenter ce FCPE et arriver à notre objectif à terme qui est de 8%. Et enfin, le côté gouvernance, le pourcentage de salariés formés à l'anticorruption reste très élevé. C'est une demande réglementaire et nous souhaitons absolument être conformes. Alors, on n'a jamais eu de problème notoire de corruption dans le groupe Thermador, mais nous devenons de plus en plus importants, nous sommes de plus en plus nombreux et il est important de garder notre bon niveau de vigilance. Les indicateurs environnement, en ce qui concerne les émissions directes, notre flotte de véhicules, par exemple, les indicateurs sont plutôt bons. Alors, l'indicateur de la flotte de véhicules évolue pas assez vite à nos yeux, mais pourra franchir des paliers avec l'arrivée plus massive des voitures électriques. Les indicateurs directs Scope 1 et 2 qui reflètent la consommation de gaz, d'électricité pour chauffer et rafraîchir nos bâtiments sont très bons cette année. Alors, d'une part parce que la météo, vous le savez, a été très favorable à des économies d'énergie, et d'autre part parce que nos salariés ont fait des efforts tous ensemble. Nous verrons l'année prochaine si nous arrivons à maintenir ces scores bas qui sont dans la bonne direction. Sur les émissions indirectes, et ce qu'on appelle d'une manière simplifiée le scope 3, et qui est représenté majoritairement par l'émission provoquée par les produits que nous vendons, là, je dois dire que nous sommes loin de l'objectif, puisque nous n'avons à ce jour pas même exprimé ce que nous pensons pouvoir économiser en CO2 sur ce poste-là. Ça reste un point d'interrogation, puisque la façon que nous avons de calculer le scope 3 reste insuffisamment précise pour pouvoir donner des objectifs de réduction. Ça fait partie des travaux importants pour l'année 2023, avec la volonté le plus rapidement possible de vous dire, voilà, le groupe Thermador sera en mesure de réduire son impact Scope 3 de X%. En ce qui concerne les déchets liés à nos activités, une augmentation en 2022 qui est expliquée majoritairement par le déménagement d'FG Inox, donc on est sur un phénomène conjoncturel et non pas structurel. On pense dès 2023 revenir à des scores inférieurs à 2021. Et en ce qui concerne la revalorisation des déchets, grâce à nos partenaires et aux efforts de nos équipes, nous sommes sur des taux qui sont tout à fait remarquables et que nous pouvons encore faire progresser dans les années à venir. Mais en tout cas, déjà quasiment à l'objectif. Quand on parle de sociétal, dans le groupe Thermador, on parle essentiellement de la relation avec nos fournisseurs. Donc on a le plaisir de voir que d'une manière plus homogène et plus globale, nos filiales notent systématiquement nos fournisseurs. Nous arrivons à un score de 74% cette année, en progression, au-dessus de nos objectifs 2025. Et on pense pouvoir dépasser les 80% assez rapidement. Le chiffre d'affaires acheté auprès de fournisseurs certifiés ISO 9001, ISO 14001 est de 87%. C'est un score déjà très élevé, une bonne mesure. Là aussi, nous pensons assez facilement passer les 90% dans les années qui viennent. Le pourcentage de chiffre d'affaires réalisé par des filiales ISO 9001, ISO 14001, là, est un peu décevant par rapport aux objectifs que nous sommes fixés. Là aussi, des paliers pourront être franchis en 2023 et nous attendons tout particulièrement la certification de Thermador et de Jetly. Et du fait de leur chiffre d'affaires, ça permettra effectivement tout de suite de franchir un palier important. Et enfin, grande satisfaction sur le déploiement de notre charte d'achat responsable, puisque une grande majorité de fournisseurs l'ont signé, se sont engagés et c'est vraiment un bon signal pour l'avenir. Ça veut dire qu'on va pouvoir, avec eux, avancer, travailler et se perfectionner. Les perspectives. Alors d'ailleurs, ça fait partie des questions qu'on a déjà sur le chat. Dans le bâtiment, on a plutôt des perspectives positives, malgré les difficultés que nous avons sur le neuf en France en 2023 et sans doute encore en 2024. Nous avons la chance d'être positionnés sur la rénovation énergétique, et ce qui nous donne
quand même de bonnes perspectives dans le bâtiment dans les 4-5 années qui viennent. Je rappelle, plus de 5 millions de passoires thermiques en France. Nous arrivons à en rénover 650 000, 700 000 par an. Et encore, ce sont des rénovations qui ne sont pas tout à fait complètes, donc on pourrait faire mieux. Donc si vous faites le calcul, vous voyez bien que si on reste dans une volonté politique d'économiser l'énergie dépensée par les bâtiments, nous avons des perspectives sur plusieurs années de rénovation et donc des perspectives qui sont favorables aux produits vendus par le groupe Thermador. Dans l'industrie, nos parts de marché restent relativement modestes encore en France et en Europe. Et donc nous avons la possibilité d'aller chercher des parts de marché par de la conquête commerciale, mais également par de la création de nouvelles gammes, le lancement de nouvelles gammes. Le marché du grand public sera probablement encore assez plat en 2023. Il n'a représenté au global pour les grandes surfaces de bricolage qu'une progression de 1%. Alors si vous enlevez le phénomène inflationniste, vous voyez que les grandes surfaces de bricolage ont fortement réduit en volume en 2022, après avoir fait des progressions très importantes en 2021. On pense qu'en 2023, ce marché restera relativement stable du fait de la petite perte de pouvoir d'achat des Français. À l'export, toujours à moyen-long terme de bonnes perspectives. Nous visitons énormément de pays avec Safeco. Nous sommes présents en Belgique, en Espagne, avec Sodeco et avec Rousseau. Avec Safeco, beaucoup de perspectives de croissance du fait de nos parts de marché qui restent quand même relativement faibles pays par pays. Sodeco sort d'une année absolument record et donc il est probable qu'on soit en 2023 sur une année palier. Et en Espagne, là aussi, on sort d'années quand même de 2 années assez fortes en croissance de chiffre d'affaires. Il est probable qu'on soit plutôt sur un palier. Mais globalement, nous avons sur les années qui viennent beaucoup de perspectives. Hein. Donc les ventes à l'international, vous le verrez dans le rapport annuel, représentent 17% du chiffre d'affaires du groupe. Donc bien évidemment, ça fait partie de nos grands objectifs moyen-long terme. Un mot sur l'inflation 2023. Sans surprise, hein, nous pensons qu'elle sera à minima de 4%, l'inflation répercutée à nos clients. Peut-être 5, peut-être plus. Nous constatons tout de même que du fait des charges en plus sur nos comptes d'exploitation et encore de quelques augmentations produits, les prix continuent à augmenter en 2023. Patricia, tu nous parles des perspectives dans le domaine de l'immobilier et des investissements ? Oui, donc au niveau des investissements, donc en fait en 2022, nous avions dépensé 11 millions sur nos investissements. Il y avait quand même une grande partie qui venait de l'immobilier. Donc en 2023, nous prévoyons des investissements à hauteur de 8,5 millions. Dans ces 8,5 millions, il y a 4 millions qui seront en fait pour l'immobilier, avec notamment, pas de gros projets de construction, mais plus en fait soit de la rénovation de nos bâtiments, pour arriver en fait à dépenser moins au niveau de l'énergie. Et ça sera déjà un des piliers sur lequel on va travailler. Et le deuxième, c'est l'extension d'une cellule logistique qui va servir à PB Tube et à Thermacome. Ensuite, dans les investissements importants, nous avons l'informatique, puisque nous continuons sur nos projets. Et excusez-moi, donc nous continuons sur nos projets qui sont essentiellement, nous avons la migration d'Odrea sur notre ERP, donc pour qu'on soit à 100% finalement du périmètre d'Odrea sur notre ERP groupe. Donc ça, nous prévoyons que ça soit terminé pour juin 2023. Nous avons également notre logiciel qui en fait nous permet de gérer la relation client. Donc là également, nous avons décidé d'améliorer notre outil pour nos équipes commerciales à la fois itinérantes et sédentaires. Les sites e-commerce, donc nous allons poursuivre la mise en ligne en fait de nouveaux sites e-commerce pour au moins 3 de nos filiales et un travail va commencer sur la migration de Thermacome sur notre ERP groupe pour effectivement permettre à PB Tube et Thermacome, qui sont sur des marchés similaires, d'avoir un ERP groupe et d'avoir une logistique en fait partagée. Donc ça, c'est essentiellement sur les investissements.
Donc, sur l'évolution de notre capital, comme Guillaume l'a mentionné, donc nous restons en fait avec 7% de notre capital détenu par nos salariés et anciens salariés. La part des actionnaires individuels reste au-delà des 40%, ce qui reste quand même un bon chiffre, même si nous avons une question sur le prix de l'action, mais on y répondra tout à l'heure. La part des investisseurs institutionnels dépasse en fait des 49%. On était un petit peu en dessous, on était vers 48% l'année dernière. Et là, effectivement, ça continue d'augmenter, avec notamment les investisseurs institutionnels étrangers qui passent la barre des 26%. Et ça comprend les 9% qui sont détenus par notre investisseur allemand. Ensuite, sur la liquidité du titre, Guillaume ? Oui, alors on fait une mesure de la liquidité du titre maintenant depuis plusieurs années. Donc vous voyez sur ces graphiques que les titres Thermador Group s'échangent à 50% environ sur Euronext, mais également sur des plateformes alternatives ou appelées aussi dark pool. Et ces plateformes alternatives ou dark pool se sont imposées dans le paysage depuis 3 ans. Alors, la baisse du volume de titres, on voit 1,72 million de titres échangés en 2022 par rapport à 2019. Ça reste quand même une hausse, donc on va considérer que 2020 et 2021 étaient quand même des années atypiques en termes de volume. Cela étant, on a aussi constaté en 2022 une baisse du titre, une baisse de volume qui a concerné les valeurs moyennes d'une manière générale. En ce qui vous concerne, en tant qu'actionnaire individuel, je ne pense pas que vous ayez de soucis de volume. Ça concerne plutôt les professionnels de la finance qui cherchent souvent à échanger des blocs. Nous allons passer aux résolutions, aux propositions de résolution. Oui, je voulais juste préciser que ce 1,72 million de titres échangés en 2022 représente 19% du capital. Place aux résolutions. Voilà, tout à fait. Nous n'avons pas voté aujourd'hui, mais on peut déjà quand même vous les présenter. Donc la première résolution en fait concerne le dividende, puisque nous avons en fait décidé d'augmenter le dividende à 2,08 par action. Donc ça représentera 32,5% de notre résultat net. Et donc nous sommes en augmentation de 4,2% par rapport en fait au montant de dividende de l'année dernière. Donc nous continuons de maintenir une progression et nous n'avons toujours pas baissé le montant du dividende. Ça reste un peu notre marque de fabrique. Ensuite, dans les autres résolutions de cette année, nous avons en fait des renouvellements de mandats de 3 administrateurs. Donc le premier, ça concerne le mandat de Karine Godin. Karine Godin est administratrice indépendante depuis 12 ans dans le groupe. Et pour rester en fait indépendante, le fait qu'elle ait cumulé déjà 12 ans fait que si elle était renouvelée, elle ne serait plus en fait administratrice indépendante. Et comme nous avons la volonté de garder 5 en fait administrateurs indépendants dans notre conseil d'administration, nous avons proposé en fait la candidature d'une autre administratrice, donc qui s'appelle Véronique Bousquerolles, qui est donc économe diocésain à Lyon et qui est l'ancienne directrice administrative financière du groupe Boiron, et vous avez sa biographie en ligne sur notre site internet. Je profite pour remercier Karine pour ces 12 années. J'en ai partagé une partie avec elle, donc voilà, ça a été un vrai plaisir. Ensuite, donc, dans les autres renouvellements de mandats, nous avons le mandat de Mathilde Yacoubi, qui est administratrice indépendante. Donc, nous proposons le renouvellement de son mandat. Donc, Mathilde est DG de Game Only. Elle est présidente de notre comité du développement durable. Olivier de la Clergerie, donc son mandat arrive également à la fin. Donc, nous proposons le renouvellement de son mandat, et Olivier occupe le poste de DG, de directeur général du groupe DLC. Ensuite, dans les autres résolutions, nous avons des résolutions qui concernent les rémunérations des mandataires sociaux de Thermador Group. Donc les rémunérations variables au titre de 2022
donc de Guillaume et de moi-même, et également la politique de rémunération qui est proposée pour les mandataires, donc pour les 3 mandataires sociaux de Thermador Group, donc Guillaume, moi-même et Lionel Monroe, au titre de 2023. Donc dans le DU, vous trouverez toutes les pages qui expliquent en fait à la fois nos rémunérations fixes et nos rémunérations variables. Un petit focus sur le parcours boursier sur une longue période, parce que c'est ça qui nous intéresse. Donc, comme beaucoup de sociétés de taille moyenne, nous avons été extrêmement pénalisés pendant une partie de l'année, en 2022. Ça a été l'occasion pour certains de renforcer leur position ou de faire de bonnes affaires, on peut dire. Mais ce qui nous intéresse, c'est le parcours à long terme. Et on a mis un petit outil à votre disposition sur le site internet, sur la page d'accueil. Si vous allez tout en bas de cette page d'accueil, on a un graphique qui représente notre rendement global sur 10 ou 5 ans, à comparer du CAC 40 ou CAC Mid and Small. Et si on regarde le rendement global de Thermador Group sur les 10 dernières années, nous sommes sur un rendement, sur une rentabilité brute annuelle de 17%, dividende réinvesti, à comparer au CAC 40, avec, vous savez, au sein du CAC 40, de très très belles entreprises, et notamment des entreprises qui sont dans le domaine du luxe, à comparer au CAC 40 qui est à 10,4. Donc on a sur le long terme une très belle performance. Et vous savez, quand on me parle du dividende et du montant du dividende, je réponds toujours que le plus important finalement pour l'actionnaire individuel, c'est de regarder son rendement global, dividende réinvesti. Et je pense que avec cette performance, nos actionnaires individuels ont de quoi être satisfaits. Alors, Patricia, la première question de Claude est pour toi, puisque tu étais avec Adrien pour recevoir ce prix. Non, il y a Instagram. Adrien, d'abord, voudrait qu'on parle d'Instagram. Adrien me rappelle à l'ordre, parce que c'est vrai que ça a été notre demande, et en plus, c'est lui qui a travaillé sur le sujet. Nous avons lancé, après Twitter, LinkedIn, nous avons lancé Thermador Group sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à nous faire vos retours par rapport à ça. Alors, c'est une communication qui est destinée à une tranche de population plus jeune. Donc, allez-y, vous pouvez nous faire des suggestions, critiquer, remercier, applaudir, comme vous voulez. Allez, le Grand Prix de Jeune Impact. Alors, parle-nous de ce Grand Prix. Donc en fait, nous avons été sélectionnés puisque ça concerne, enfin c'est en lien avec l'évolution en fait de la place de l'emploi jeune au niveau de Thermador Group, puisque si on prend sur les 3 dernières années, finalement, nos chiffres étaient sur la base de 2021. Nous avions en fait multiplié par 2 l'emploi des jeunes et notamment des alternants et des stagiaires au sein de Thermador Group. Donc nous avions en fait en 2021 60 alternants et stagiaires parmi nos effectifs. Et effectivement, c'est la tendance en fait croissante qui a été soulignée et aussi l'accompagnement et l'intégration de ces alternants dans nos équipes. Et donc, on peut quand même remercier tous les tuteurs dans nos filiales qui accompagnent ces alternants, qui les forment. Et donc, on note, en fait, parce qu'en 2022, il y avait 56 jeunes. Donc, c'est quelque chose qu'on perpétue. Et finalement, ça nous apporte aussi de l'innovation, de l'imagination, des nouvelles idées. Donc, voilà. Donc, c'est essentiellement pour ça que nous avons eu ce prix. Et peut-être parce qu'Adrien et moi avons été convaincants aussi. Ben oui, ça compte. Ça compte. Alors, la question de Romain concernant la part de la rénovation énergétique. Alors, vous avez des éléments de réponse à la page 4 du document d'enregistrement universel, puisque là, on vous montre une photographie de nos différents marchés. Le marché du bâtiment représente 50% de notre activité, et vous voyez que énormément de filiales travaillent dans ce marché-là, y compris des filiales grand public d'ailleurs. Nous, on estime que 80% de notre activité dans cette moitié de chiffre d'affaires est destinée à la rénovation. Donc 80% donc ça veut dire qu'on a uniquement 20% qui est destiné au neuf. Donc ça vous donne une idée de la part de notre activité destinée à la rénovation, donc à l'échelle du groupe.
quand vous parlez de rénovation énergétique, c'est assez difficile de savoir exactement la part du chiffre d'affaires qui est destinée à cette rénovation énergétique. Cependant, vous avez quand même des indications qui vous sont données par la croissance de notre principale filiale dans cette activité, qui est la filiale Thermador. Et là aussi, vous allez retrouver des informations intéressantes à la page 123 du document d'enregistrement universel, puisque vous voyez la progression du chiffre d'affaires de Thermador sur les 10 dernières années, et notamment entre 2020 et 2022. En 2020, le chiffre d'affaires était de 51 millions. En 2022, 106 millions. Et c'est vrai que ce saut de chiffre d'affaires extrêmement important est essentiellement porté par la rénovation énergétique. Quand vous parlez des marchés grand public, là on est plutôt sur les canaux de distribution. Et quand on essaye de dimensionner notre activité dans le grand public, on regarde nos filiales. Et les filiales du groupe Thermador qui sont dans le grand public, c'est Domac, Mecafer, Audrea, qui représentent à peu près 20% de l'activité. Donc après, nous avons une question sur les réseaux d'eau potable, et donc à savoir si nous avions en fait à la fois des conduites en PVC, en fonte, dans nos gammes de produits. Et effectivement, nous avons en fonte, oui. Nous avons un certain nombre de vannes. Enfin, c'est plutôt sur les vannes et les robinets où on a des robinets en fonte. Alors, dans le domaine de l'eau, la filiale qui travaille maintenant depuis plusieurs années dans le domaine de l'eau, dans ce marché de l'eau, à la fois sur les raccords et les vannes, c'est Sferaco. Sferaco qui est organisé maintenant en départements, avec un département bâtiment génie climatique, un département industrie et un département eau, avec des accessoires pour ces marchés-là. Et l'arrivée de DPI dans le groupe Thermador, avec des canalisations plastiques, polyéthylène, par exemple, dans le domaine de l'eau, va nous permettre de jouer des synergies justement dans ces grands marchés. DPI vendent la canalisation, nous vendons des vannes. Il ne faut pas être grand stratège pour imaginer qu'il s'agit bien souvent des mêmes clients. Et donc, nous faisons jouer ces synergies pour augmenter nos parts de marché dans ces métiers-là, sur lesquels, pour l'instant, alors ce n'est pas le cas de DPI. DPI, ils ont déjà de bonnes parts de marché dans la canalisation plastique, mais chez Sferaco, on a encore pas mal de chemin à faire dans ce marché de l'eau. Et vous avez raison de le souligner, c'est un marché en devenir. Et c'est vrai aussi pour Jetly, qui est plutôt sur le traitement, dans ce cas-là, de l'eau, mais en fait sur des eaux usées. Et donc ça fait partie aussi des sociétés, de nos filiales qui sont en fait tournées vers ces marchés-là. Alors Jetly est plus sur des produits destinés aux applications domestiques, en tout cas pour le moment, alors que la question de notre actionnaire était plus orientée sur le collectif. Sur le collectif. Ouais. Donc après, est-ce qu'il y a une demande de nos transporteurs d'augmenter les prix suite au prix du carburant? Donc, dans la constitution de nos prix, en fait, on a mis en place en fait une taxe gazole depuis des années, et on a été déjà sur le 2022, il y a eu une répercussion, mais c'est nous qui maîtrisons en fait ce calcul et ce coût, et donc ça fait partie effectivement des négociations. Donc on ne découvre pas, on le maîtrise à travers des appels d'offres et des négociations. Donc on a déjà eu des impacts sur 2022, mais 2023, vu notre négociation, on a essayé en fait de changer un petit peu de caper en fait cette augmentation. Et Raymond est en colère, manifestement. Où vont s'arrêter les acquisitions de Thermador Group? La multiplication des filiales n'est-elle pas un problème pour la bonne gestion du groupe? En fait, la question comporte quasiment la réponse, Raymond. En fait, c'est un retour qu'on a eu de pas mal de nos salariés. Et d'ailleurs, comme Raymond est un ancien salarié, je pense qu'il doit y avoir aussi des gens de chez Jetly qui doivent se poser ces questions-là, et notamment sur le système d'information, parce que c'est vrai que les efforts que l'on fait pour intégrer les sociétés acquises prennent beaucoup de ressources à notre équipe IT, et donc provoquent chez nos salariés quelques frustrations sur l'évolution de leurs outils de tous les jours. Donc nous avons bien conscience du sujet. D'ailleurs, la dernière société acquise DPI
n'est pas demandeur d'un changement de système d'information. Et donc, ce n'est pas l'arrivée de DPI qui va mobiliser plus nos équipes IT. Donc voilà, je voudrais simplement rassurer Raymond et les salariés du groupe à ce sujet. On a bien conscience de la nécessité de continuer à accompagner les filiales qui sont déjà dans le groupe, plutôt que de voguer vers d'autres aventures. Pour autant, il ne faut pas non plus laisser passer des opportunités qui ne se présentent qu'une fois. Donc, toujours regarder les avantages et les inconvénients de ces opérations-là. Il y avait une question aussi auquel on n'a pas répondu, c'est avons-nous bénéficié du bouclier d'énergie? Et donc la réponse en fait en 2022 non, nous n'en avons pas bénéficié, tout simplement parce que comme l'avait signalé Guillaume tout à l'heure, on avait un prix en fait fixe qu'on avait négocié il y a 2 ans, et donc de l'énergie, et en électricité et gaz, et donc mécaniquement nous étions sur un coût au kilowatt qui était relativement bas, donc on n'a pas pu bénéficier du bouclier énergie. Ensuite, Thierry nous demande si la part des actionnaires individuels a nettement diminué. Enfin non, il affirme que la part des actionnaires individuels a nettement diminué au regard des institutionnels. Cela n'est-il pas dû au prix de l'action? Alors déjà, votre affirmation, je suis désolé Thierry, mais je pense qu'elle est fausse, parce que moi quand je regarde les chiffres, en 2020, nous avions une part des actionnaires individuels de 39,8, ensuite 40,9 et aujourd'hui 40,4. Donc on peut dire que sur 3 ans, cette part des actionnaires individuels au capital est stable. En nombre, ce qui est quand même extrêmement intéressant, on était en 2020, enfin nous avions en 2020 6700 actionnaires individuels et nous en avons aujourd'hui 8100. Donc une augmentation du nombre d'actionnaires individuels. Donc pas de diminution des actionnaires individuels et on fait partie dans les sociétés de taille moyenne des sociétés qui ont énormément d'actionnaires individuels. Au prorata de notre chiffre d'affaires, nous en avons, de notre taille, nous en avons plus qu'Air Liquide, également sur la part du capital. Alors, est-ce que c'est dû au prix de l'action? Bien évidemment, je ne vais pas vous faire de commentaires sur le prix de l'action parce que ce serait malvenu de ma part et je ne pense pas du tout que cette tendance, qui n'est pas d'ailleurs une vraie tendance, soit due au prix de l'action. Ce n'est pas mon avis. Ensuite, nous avons un commentaire de la part de Gilles sur la croissance du BFR et la dégradation en fait, de notre trésorerie à hauteur de 26 millions sur les 2 dernières années, et à savoir quelles sont nos lignes de financement court terme. Donc nous sommes accompagnés maintenant par 3 banques, puisque nous avions le CIC, la Société Générale, et maintenant le LCL nous a rejoint également. Donc les lignes de financement, nous ne les communiquons pas. Nous avons mis en place un système de cash pooling qui fait que nous n'utilisons pas en fait de lignes de financement court terme, ou très peu. Ça nous est arrivé effectivement sur le mois de juin, fin juin, mais on a reconstitué notre trésorerie de façon très rapide. Donc après, on s'est doté aussi d'un outil de prévision de trésorerie pour arriver en fait à avoir plus de visibilité en fait au moins sur les 6-12 prochains mois. Et après, la croissance du BFR, effectivement, à fin décembre 2021, quand on a constaté que le niveau des stocks et les 201 jours d'achat consommés, ça a été un travail que nous avons en fait mené avec nos filiales, et on voit les résultats avec en fait à fin décembre les 192 jours. Donc il y a un travail qui est fait par nos filiales d'optimisation du BFR et c'est quelque chose que l'on travaille. Sur la partie crédit client, nous avons en fait un délai règlement client qui est, excepté pour l'Espagne, qui est en fait complètement en ligne avec la LME. Donc il n'y a pas les créances clients et la collecte des créances est bien gérée au niveau du groupe. Donc effectivement, le point de vigilance, c'est le niveau des stocks par rapport en fait à notre activité, l'évolution de notre activité. Mais je rappellerai quand même qu'on a été fortement challengé sur les 2-3 dernières années sur nos approvisionnements avec des perturbations sur les chaînes logistiques, et le fait d'avoir une valeur de stock conséquente nous a permis effectivement d'avoir les résultats que nous avons enregistrés en 2021 et qui sont encore là en 2022.
tu veux faire Oui, je vais redire ce que dit Patricia, c'est que les stocks, et particulièrement dans des périodes chaotiques telles que nous avons traversées, nous ont permis de prendre des parts de marché. Donc cette structure financière et ce BFR sont au service de nos activités et de notre développement. Il est clair que dans une activité plus stabilisée, nous pourrions très bien redescendre sur des niveaux de BFR plus raisonnables. Mais bon, priorité quand même à l'activité du groupe. Alors, la baisse de l'immobilier neuf vous préoccupe-t-il? Vous préoccupe-t-elle? Alors, cette baisse, on la constate. Elle nous préoccupe, oui, chez Thermacome et PBTube, tout particulièrement. Les sociétés qui vendent des planchers chauffants, des plafonds rayonnants ou des canalisations en matériaux de synthèse, ce qu'on appelle dans le métier l'hydrodistribution. Et c'est des matériels ce sont des matériels qui sont installés dans les appartements, maisons neuves. Donc très clairement, sur cette activité-là, nous serons pénalisés. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la rénovation énergétique va nous permettre d'absorber, de compenser. Donc on n'est pas plus inquiet que ça et on est habitué, je dirais, à ce cycle du logement neuf. Alors Claude pose une question. Vous abordez 2023 avec la certitude d'avoir à répercuter une hausse de prix moyenne supérieure à 4%. En matière de volume, quelle serait l'ampleur de l'impact de l'inflation? Bon, je ne suis pas sûr exactement, Claude, de comprendre votre question. Nous, ce qu'on espère faire sur cette année, c'est encore une fois stabiliser ces excellents résultats que l'on a depuis 2 ans. Je rappelle toutefois qu'en 2021, nous avions eu une progression de résultats et de chiffre d'affaires extrêmement importante, qu'on a encore légèrement augmenté cette année. Il est clair qu'il faut être extrêmement prudent sur les volumes en 2023. On nous parlait il y a encore 1 ou 2 mois de récession économique, ce qui à ce jour n'est pas le cas. Mais c'est vrai que si sur 2023 nous arrivons à conserver nos volumes et passer un petit peu de hausse de prix, ce qui sera nécessaire, forcément ça se traduit au consolidé par une augmentation de chiffre d'affaires. Donc on va faire le maximum, mais comme vous le savez aussi, Claude, nous n'avons pas l'habitude de donner des objectifs à court terme. Nous, on se contente de donner des objectifs sur 10 ans et d'avoir pour intention de faire une croissance moyenne sur une longue période de 7% par an, qui inclut l'inflation, les prises de parts de marché, les lancements de nouvelles gammes, éventuellement des acquisitions ou des créations de filiales. Tous ces moyens-là sont pour nous des moyens de croissance. Après, ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'au niveau des tarifs, nos filiales ont déjà en fait annoncé des hausses de prix. Mais ça, c'est la répercussion en fait, des hausses de prix que nous avons eues de la part de nos fournisseurs. Claude demande si on a décelé des synergies avec les acteurs des travaux publics. Oui, que ce soit des acteurs en distribution ou des acteurs des entreprises de travaux publics. La société DPI, et je salue Grégory et Stéphane qui sont venus nous rendre visite, une visite assez appuyée dans le groupe Thermador avec des travaux tout à fait concrets pour partager nos connaissances des marchés. Et donc il y a effectivement des synergies à mettre en place, je l'ai dit tout à l'heure, avec Sferaco, mais également avec d'autres filiales du groupe. Et donc nous y travaillons et nous les avons déjà identifiés. Alors ça prend toujours un petit peu de temps, parce que il faut approcher les clients avec délicatesse et douceur, mais nous y travaillons. Le montant de la hausse des augmentations qui vont être demandées aux clients. Donc nous, on a en fait répercuté déjà 10,8 en titre de 2022. Et ce qu'on prévoit finalement, c'est une hausse de nos prix en moyenne de 4%. Oui, alors c'est à minima, moi je dirais 4%, entre 4 et 5%. Alors attention, on est en train de parler de hausse moyenne. Hein. Il y a des produits qui augmentent beaucoup plus que ça, d'autres beaucoup moins. On est sur un périmètre très large avec 70 000 articles, 18 sociétés commerciales. Donc vous imaginez des prix nets, des prix remisés. Donc on est vraiment sur une moyenne et c'est une moyenne qu'on vous donne. À l'issue du premier trimestre, on vous communiquera ces chiffres estimés de manière à vous donner ces indications. Comme on l'a fait en fait sur 2022.
répercuter l'inflation, c'est nécessaire. Donc ça, c'est une question de Denis. Mais le consommateur final donc, voit son pouvoir d'achat s'effondrer et ça va se traduire par des réductions et des annulations de commandes. Comment allez-vous gérer? Alors, déjà, on est sur... on n'a pas de carnet de commandes dans notre activité. On a des commandes au jour le jour. Donc on n'a pas en fait des grosses commandes qui ont été passées pour lesquelles on aurait potentiellement des annulations avec un impact significatif. On est vraiment sur du commerce, voilà, vraiment au jour le jour. Donc, pas de carnet de commandes. Je vous trouve bien pessimiste ce soir. Alors, je voudrais quand même rappeler que la majorité des produits du groupe sont des produits de besoin. On vend des produits pour se chauffer, on vend des produits pour rafraîchir les bâtiments, on vend des produits pour l'eau potable, on vend des produits pour les industries agroalimentaires, pour les industries pharmaceutiques, les industries chimiques. Il est bien évident que quand ces matériels ont besoin d'être changés, quand on est sur des nouvelles lignes de production, il n'y a pas de question à se poser. Les investissements sont faits. Donc c'est pour ça qu'on est quand même relativement résilient dans ces périodes de crise. Alors le phénomène que vous signalez et que vous relevez peut effectivement exister dans des matériels type compresseur d'air, par exemple chez Mecafer. Il est clair que la période de post-Covid a été pour Mecafer une période où on peut dire euphorique en termes de volume d'équipement sur le gros outillage. Les périodes d'aujourd'hui, les particuliers peuvent se poser la question effectivement d'investir dans un outillage qui a nettement progressé en prix du fait de leur propre perte de pouvoir d'achat. Mais sur tous les matériels de première nécessité, je dirais que ces questions sont quand même pas des questions cruciales pour nous, fort heureusement. Donc Hervé ensuite souligne les bons résultats d'Aello et félicite Aello et donc nous passerons ces félicitations donc à Jérôme Chabaudy et à son équipe. Donc est-ce que nous prévoyons des développements notoires concernant Aello qui a atteint un rythme de croisière? Enfin, un rythme de croisière, ils ont été plus vite que ce que nous anticipions et il y a eu donc des très bons résultats puisqu'ils ont là, ils ont dépassé en fait les 20 millions d'euros. Donc une bonne réalisation. Il y a toujours en fait des développements de nouveaux produits chez Aello. Il y a eu un salon important de la piscine en novembre avec des bons contacts de prix. Donc est-ce qu'il y a des actes de développement particuliers? Aello va continuer sur en fait ces produits existants, développement de nouveaux produits avec des gains de part de marché qu'ils avaient pu réaliser pendant la période du Covid où ils étaient restés quand même très à l'écoute de leurs clients. Donc Jérôme Chabaudy reste finalement optimiste pour l'année 2023. Oui, et d'ailleurs la méthode pour continuer à croître chez Aello est toute simple, c'est qu'on continue à investir dans l'équipe de vente terrain. Et donc cette équipe de vente est renforcée avec un jeune directeur commercial qui est en place maintenant depuis 2 ans. Et donc cette équipe commerciale plus étoffée va nous permettre d'aller chercher de nouveaux clients et augmenter nos parts de marché. Il y a une question concernant nos achats en Chine, et c'est vrai que nous en parlons à la page 10 du document d'enregistrement universel. Vous voyez apparaître un enjeu 2023-2028 nouveau, qu'on a appelé enjeu géopolitique. Et j'ai simplement dit, il ne s'agit pas de tourner le dos à des partenaires chinois qu'on a depuis des années et qui ont fait un excellent parcours avec nous et que nous respectons, mais il s'agit pour le groupe d'être en capacité de diversifier plus nos approvisionnements, puisque actuellement nous avons 36% de nos approvisionnements en provenance de Chine et de Taïwan, et 2/3 de nos approvisionnements en provenance d'Europe. Nous avons la conviction que dans nos produits, l'Inde, pays dans lequel nous avons déjà des fournisseurs, peut par exemple prendre une part significative, et donc les filiales sont sensibilisées au sujet et travaillent sur ces sujets, mais vous imaginez bien qu'on ne peut pas bouleverser en quelques mois une politique d'achat sans se mettre en danger sur les approvisionnements. Donc ensuite, il y a une question d'Aurélien sur le e-business et le fait que le développement des nouvelles technologies puisse être une préoccupation.
dans notre développement et dans l'amélioration donc, de la qualité du cadre du travail. Donc ça, effectivement, c'est en lien en fait, avec le travail de notre équipe en fait, informatique qui travaille sur la partie nouvelles technologies. Donc, nous avons continué de travailler sur des nouveaux outils, notamment avec la logistique de FG Inox, où nous sommes passés en fait, sur une préparation de commandes en full, complètement digitalisée. Donc, il n'y a plus de papier. Donc, on continue de travailler pour améliorer les conditions de travail de nos équipes, à la fois en logistique, mais également au niveau donc, des services commerciaux sédentaires et également au niveau des commerciaux itinérants. Et le e-business reste en fait un développement possible d'activités avec des clients qui sont dans le e-business. Et le développement de nos sites e-commerce vient en appui finalement de ce développement. Ça peut être un appui pour nos clients pour nous passer des commandes de façon plus facile, d'avoir une certaine réactivité par rapport à ce service client, et puis du développement avec des places de marché ou des comme Amazon ou des pure players qui sont des web marchands qui restent en fait des clients importants pour nous, c'est notamment dans la partie grand public. J'ajouterais à ce qu'a dit Patricia que les nouvelles technologies, il faut aussi les regarder avec prudence dans certains cas, parce que, et je pense notamment à nos commerciaux sédentaires. Vous imaginez aujourd'hui 2 écrans, la boîte mail, le téléphone et tous ces outils qui fonctionnent d'une manière extrêmement rapide sont quand même extrêmement fatigants. Et donc il ne faut pas non plus que ça se traduise par un abus et par un risque pour nos salariés. Donc, bien pour la digitalisation, mais attention à ne pas transformer ça en enfer pour les utilisateurs. Il y avait une question de Thierry. Est-ce qu'on a beaucoup de produits connectés vendus? Alors, nous en avons quelques-uns, mais je dois avouer que pour l'instant, ce n'est pas l'euphorie sur ces produits-là du fait de l'écart de prix. Le fait que nous vendions à des grossistes qui eux-mêmes vendent à des professionnels et que nous soyons quand même un petit peu coupés de l'utilisateur final pour la majorité de nos ventes, peut-être nous freine dans le développement de ces produits-là. Mais en tout cas, bon, nous avons déjà ces produits à la gamme, nous y travaillons, mais ce n'est pas significatif aujourd'hui dans le chiffre d'affaires. Alors, Claude nous dit que nous avons rejoint le High Five de Ports en Part dans son dernier classement des mid-cap. Alors, quel est l'impact de ce classement sur les investisseurs institutionnels, les actionnaires individuels? Claude, très sincèrement, je n'en sais rien. Ça nous fait plaisir, c'est forcément un impact positif, mais que je suis absolument incapable de dimensionner, de chiffrer. D'ailleurs, à ce sujet-là, puisque vous parlez de Ports en Part et que c'est la dernière question de ce soir, nous avons 3 analystes qui travaillent sur notre titre. CIC Market Solutions, c'est une analyse qui est faite spontanément par CIC Market Solutions. CIC Market Solutions est par ailleurs notre teneur de titre. Et nous avons 2 analyses que nous... dans le jargon que nous sponsorisons, c'est-à-dire que nous finançons, que nous cofinançons, qui sont des analyses qui sont menées par un analyste de Odo et de Ports en Part. Ces analyses sont diffusées sur le site internet du groupe et celles qui concernent les résultats annuels seront diffusées la semaine prochaine. Donc, à titre individuel, vous pouvez aussi consulter ces analyses qui sont faites par des professionnels. Vous verrez, c'est toujours un regard intéressant. Parce qu'en fait, ils nous donnent déjà les guidance de 2023. Oui, alors c'est eux qui nous donnent les alors même au-delà. Voilà. Voilà, et eux, ils s'engagent sur des objectifs. Donc c'est assez amusant. Et donc forcément, pour ceux qui connaissent un peu ce jargon-là, on peut faire une moyenne de ces analyses pour imaginer ce que peut être le parcours du groupe dans les années qui viennent. Bien, et écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre présence, vos nombreuses questions. Il est 19h04, il est vendredi soir, nous sommes extrêmement heureux de vous avoir eu en ligne et également très heureux de partir en week-end ainsi que
jeune équipe qui nous accompagne dans ces webinaires. Hein. Merci à Adrien et Nicolas pour leur expertise, leur technicité. Merci à Arlette qui a animé le chat. Nous vous souhaitons à tous un excellent week-end et à très bientôt à l'Assemblée Générale. N'oubliez pas, on vous attend le 3 avril, soit en présence, soit par votre access pour voter. Très bon week-end à tous.